Avocat. Que s'est-il passé pendant votre affaire qui est devenue une nouvelle internationale? Je fermais mon cabinet à minuit quand j'ai entendu des pas courir derrière moi. Je me suis retourné. Une femme enceinte courait vers moi. Ventre énorme, pleurant à chaudes larmes. Elle semblait sur le point de s'effondrer. « S'il vous plaît », elle m'a attrapé le bras. « S'il vous plaît, vous êtes avocat, n'est-ce pas? J'ai vu l'enseigne. J'ai besoin d'aide. »« Madame, il est minuit. Appelez mon bureau demain. »« Mon procès est demain matin, » sanglotait-elle. « Je suis enceinte de 8 mois et demi. Ils veulent m'envoyer en prison. Ils vont me prendre mon bébé pour toujours. » Je me suis arrêté. « Quelle est l'accusation? » Vol à main armée. J'ai volé du lait maternisé et des couches dans un magasin. Je suis sans abri. J'avais une arme. J'étais désespéré. Elle pouvait à peine respirer. Mon défenseur public me dit de plaider coupable. 3 ans de prison. Mais si je vais en prison, je perdrai mon bébé. C'est la seule chose que j'ai dans la vie. J'ai regardé son ventre, puis ma montre. Le procès était dans 9 heures. Comment vous appelez-vous? Nadia Reeves. Entrez. Nous devons parler. Nous avons passé toute la nuit dans mon bureau, où Nadia m'a tout raconté. J'ai lu son dossier et j'ai regardé la vidéo de sécurité qui montrait tout. Cela ressemblait à une défaite certaine, mais je ne pouvais pas permettre qu'une femme enceinte perde son enfant. Je vais vous représenter. Le procès commence à 9h. Allez dormir un peu. Le lendemain matin, nous sommes entrés ensemble dans la salle d'audience. Nadia pouvait à peine marcher. Son ventre était énorme. Elle avait l'air terrifiée. Le procureur nous a vus arriver et a souri comme s'il avait déjà gagné. Le procès a commencé. Le procureur a d'abord diffusé la vidéo de sécurité, claire comme de l'eau de roche. Nadia pointant une arme chargée sur le visage de l'employé, prenant de l'argent et des articles pour bébé. Le jury a regardé en silence, décidant déjà qu'elle était coupable. Puis l'employé du magasin a témoigné. Il tremblait. « Elle a mis l'arme sur mon front, juste ici », a-t-il indiqué. Elle m'a dit « Donne-moi tout ou je tire ». J'ai cru qu'elle allait me tuer. Je me suis levé rapidement. « Votre honneur, ma cliente était désespérée. Elle était sans abri et enceinte. » Le procureur m'a interrompu. « La motivation n'a pas d'importance, votre honneur. Un crime est un crime. » Le juge Brenner a acquiescé. Objection rejetée. Asseyez-vous, avocat. J'ai réessayé. Je voulais montrer au jury l'ampleur de la situation de Nadia, qu'elle n'avait pas d'argent, qu'elle vivait dans sa voiture, comment ils auraient fait la même chose à sa place. Mais le procureur s'est levé. Il souriait maintenant d'un air suffisant. Le désespoir n'excuse pas le vol à main armée, votre honneur. Si c'était le cas, nous devrions libérer la moitié des criminels de cette ville. 3 membres du jury ont hoché la tête. J'étais en train de perdre. Puis le procureur a lâché sa bombe. Il a montré l'historique Internet de Nadia. 3 jours avant le vol, elle avait cherché des prêteurs sur gage, les horaires des magasins, le prix de revente des articles pour bébé. Cela prouve qu'elle l'a planifié, a dit le procureur. Ce n'était pas du désespoir. C'était un crime calculé. J'ai bondi. Elle essayait de trouver des moyens d'obtenir de l'argent pour son bébé. Le procureur m'a regardé sans ciller. Planifier un crime pendant la grossesse n'en fait pas moins un crime. J'ai regardé Nadia, qui se tenait le ventre grimaçant de douleur, comme si elle savait que quelque chose allait se passer. J'ai essayé d'appeler un témoin expert, la Drake Kallman. Elle étudie la pauvreté et les mères sans abri. Elle a expliqué comment la situation de Nadia ne lui laissait pas d'autres options. Mais le procureur l'a démoli lors du contre-interrogatoire. Drake Kallman, ce que Nadia a fait était-il un crime? Oui ou non? Oui, mais... Oui ou non? Oui. Merci, c'est tout. Il a regardé le jury. Ne laissez pas l'émotion obscurcir les faits. Le jury est parti délibérer. Ils sont revenus en 20 minutes. C'est le temps le plus rapide que j'ai jamais vu. Nadia était courbée de douleur à côté de moi. Je savais que nous avions perdu. Le juge Brenner est entré. Le jury est-il parvenu à un verdict? Oui, votre honneur. Le juge a ouvert le papier. Dans l'affaire Le Peuple contre Nadia Reeves, nous trouvons l'accusée. Nadia a soudainement crié. Elle s'est agrippée le ventre et est tombée en arrière. Sa chaise s'est écrasée sur le sol.
J'accouche, a-t-elle hurlé. Le procureur a bondi. Votre honneur, elle fait semblant. Elle essaie de manipuler le jury. Mais la poche des os de Nadia avait déjà rompu partout, des litres de liquide sur tout le sol. Elle pleurait et haletait. Le procureur est resté complètement immobile. Toute couleur a fui son visage. « Appelez une ambulance !» a crié le juge Brenner. Les ambulanciers sont arrivés en 10 minutes pendant que je lui tenais la main. Ils ont soulevé Nadia sur une civière. Elle hurlait maintenant de douleur, terrifiée. Elle m'a attrapé la veste. « Vous êtes le seul à m'avoir montré de la gentillesse. S'il vous plaît, ne me quittez pas. » Je suis monté dans l'ambulance avec elle. Je ne vous quitterai pas. Les portes se sont claquées, les sirènes à plein volume. Nous nous sommes précipités vers l'hôpital. Nadia me serrait les mains si fort que j'ai cru que mes os allaient se briser. Elle avait des contractions toutes les minutes. « J'ai peur », a-t-elle pleuré. « Qu'arrivera-t-il à mon bébé ?»« Nous allons vous aider. Respirez juste. » Je l'ai assistée en utilisant des techniques apprises lors de l'accouchement de ma femme. Nous sommes arrivés à l'entrée des urgences. J'ai commencé à aider les ambulanciers à la faire entrer. C'est là que je les ai vus. Le procureur et 6 agents fédéraux en costume juste derrière nous. « Arrêtez !» L'agent principal s'est interposé et a bloqué les portes de l'hôpital. Nadia Reeves doit être menottée au lit avant d'accoucher. C'est une criminelle condamnée. Êtes-vous sans cœur ou simplement stupide ? Ai-je crié, essayant de passer à côté de lui. Les 6 agents m'ont instantanément saisi par les épaules et m'ont maintenu. Le procureur s'est avancé. Elle sera menottée au lit, et quand elle accouchera, nous prendrons ce bébé et l'enverrons en prison. J'ai regardé Nadia sur la civière, pleurant de douleur et de frustration. Je me suis dégagé de l'emprise des agents sur mes épaules et j'ai contourné le bras tendu de l'agent principal. Je me suis planté directement entre lui et la civière de Nadia. Ma voix s'est abaissée, calme et ferme. S'il touchait ma cliente avant que je contacte le juge Brenner, je ferais personnellement révoquer son badge pour interférence avec les soins médicaux d'urgence. La main de l'agent s'est déplacée vers sa radio. Il a hésité. Les ambulanciers ont commencé à pousser Nadia vers les portes de toute façon. Ils devaient tous bouger ou être bousculés. Les agents se sont dispersés sur les côtés. Le procureur a bondi en arrière. Nous avons franchi les portes automatiques jusqu'à l'entrée des urgences. Le personnel de l'hôpital a instantanément fourmillé autour de la civière de Nadia. Les infirmières ont vérifié ses signes vitaux. Un médecin a posé des questions rapides sur ses contractions. À quelle distance ? Combien de temps durait-elle ? Quand la poche des os s'est-elle rompue ? Nadia pouvait à peine répondre à cause de la douleur. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro d'urgence du juge Brenner. Mes mains tremblaient. Le procureur nous a suivis à l'intérieur avec son téléphone déjà sorti. Il était clairement en train d'appeler ses propres renforts. Les 6 agents fédéraux ont formé un mur près des portes automatiques. Ils se tenaient comme s'ils gardaient une prisonnière de haute sécurité au lieu d'une femme en plein travail. Voici la traduction en français de la suite du texte. Le juge Brenner a répondu à la 4e sonnerie. Sa voix était fatiguée et agacée. Il était passé minuit. Je lui ai rapidement expliqué. Ma cliente était entrée en travail actif avant que le verdict ne soit lu. Les agents fédéraux exigeaient qu'elle soit enchaînée au lit d'hôpital pendant l'accouchement. Son ton a immédiatement changé. Il est devenu brusque et concentré. Il m'a dit qu'il allait émettre un ordre verbal immédiatement. Aucune contrainte ne devait être utilisée tant qu'il n'aurait pas pu tenir une audience d'urgence le matin. Il voulait que le procureur soit en ligne dans les 60 secondes pour confirmer qu'il avait bien entendu. Une infirmière a rapidement commencé à emmener Nadia à travers des doubles portes vers l'unité de travail et d'accouchement. J'ai dû trotter pour suivre. J'étais toujours au téléphone avec le juge Brenner. J'ai mis le haut-parleur pour que le procureur puisse entendre. La mâchoire du procureur était serrée. Il a reconnu l'ordonnance temporaire du juge, mais a immédiatement commencé à argumenter. Nadia était un risque de fuite. Elle avait besoin d'une forme de surveillance de garde même pendant l'accouchement. Le juge Brenner l'a interrompu. L'urgence médicale primait. Nous pourrions discuter de la surveillance après que le bébé soit né en toute sécurité. L'appel s'est terminé. Nous sommes arrivés dans une salle de triage. Une docteure attendait déjà à l'intérieur. Elle s'est présentée comme la Dre Beckwith. Elle a immédiatement commencé à examiner Nadia.
Nadia pleurait et agrippait les barrières du lit pendant une autre forte contraction. La Dre Beckwith a regardé la foule qui remplissait sa porte. Des avocats et des agents encombrèrent l'entrée. Elle a déclaré fermement qu'une seule personne de soutien pouvait rester. Tous les autres devaient attendre dans l'espace familial. Personne n'allait discuter de la garde ou des accusations criminelles dans son unité de travail et d'accouchement pendant que sa patiente était en travail actif. Le procureur a tenté d'argumenter. Il devait maintenir la chaîne de garde. La Dre Beckwith l'a coupée avec le genre de voix qui vient du fait d'assister à des accouchements depuis 20 ans. La sécurité médicale de sa patiente était la seule garde qui l'intéressait à ce moment-là. Je suis resté dans la pièce en tant qu'avocat et personne de soutien de Nadia. La sécurité de l'hôpital a fermement conduit tous les autres dans une salle d'attente. J'ai pu voir les agents à travers la fenêtre. Ils se sont positionnés à l'extérieur de l'entrée de l'unité comme des gardes. La Dre Beckwith a vérifié les progrès de Nadia. Les contractions arrivaient toutes les 3 minutes maintenant. Le bébé arrivait vite, probablement dans les heures qui suivaient. Cela signifiait que nous n'avions presque pas de temps pour gérer le cauchemar juridique qui attendait derrière ces portes. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à envoyer des SMS. Jude Atkins était un collègue qui s'occupait du droit de la famille et des cas de garde d'urgence. J'avais besoin de soutien dès que ce bébé naîtrait. Les services de protection de l'enfance, SPE, seraient immédiatement impliqués. Entre les contractions, Nadia m'a serré la main. Elle m'a demandé ce qui allait arriver à son bébé. Ses yeux avaient l'air sauvages. La peur qu'il contenait était plus profonde que toute douleur physique qu'elle ressentait. Je lui ai dit honnêtement. Je ne le savais pas encore, mais j'allais me battre bec et ongles pour les garder ensemble. J'avais déjà des gens qui travaillaient sur des requêtes d'urgence pour empêcher une séparation immédiate. Mon téléphone a vibré. Jude m'a répondu en quelques minutes. Il était réveillé maintenant, rédigeant déjà une ordonnance d'urgence qui tenterait d'empêcher le retrait du bébé sans une audience de garde appropriée. Il contactait également une directrice de programme qu'il connaissait, quelqu'un qui dirige un foyer pour mères ayant des démêlés avec la justice. Sa réponse rapide m'a rassuré. Je me suis reconcentré sur Nadia. Elle avait besoin de quelqu'un pour respirer avec elle pendant la prochaine contraction, pas de quelqu'un qui panique à propos de la stratégie juridique. La Dre Beckwith a terminé son examen. Elle a annoncé que Nadia progressait plus rapidement que prévu. Puis elle s'est tournée vers moi et a parlé doucement. Elle avait déjà vu des cas comme celui-ci, des cas où le système essayait de séparer les mères et les nouveau-nés immédiatement. Elle voulait que je sache quelque chose. Elle écrirait toute ordonnance médicale nécessaire pour protéger la santé des 2 patientes. Son soutien inattendu m'a donné le premier véritable espoir que j'avais ressenti depuis que nous avions quitté le palais de justice. Je l'ai remerciée. Nadia m'a serré la main assez fort pour laisser des marques. Une infirmière a poussé la porte, l'air inquiète. Elle a dit qu'il y avait des agents fédéraux dehors qui exigeaient de parler à la Dre Beckwith au sujet des protocoles de sécurité pour la prisonnière. Le visage de la Dre Beckwith s'est durci d'une manière qui m'a rendu heureux qu'elle se batte pour nous au lieu de contre nous. Elle s'est dirigée directement dans le couloir et j'ai entendu sa voix à travers la porte ouverte. Elle expliquait en termes médicaux exacts qu'enchaîner une femme pendant le travail actif augmentait les risques de blessures pour la mère et le bébé. Elle a dit que cela violait toutes les normes de soins pour les patientes enceintes. Sa voix est devenue plus forte lorsqu'elle a ajouté que si quelqu'un tentait de passer outre son jugement médical, elle le documenterait comme danger pour le patient dans les dossiers officiels de l'hôpital. J'ai entendu l'un des agents essayer d'interrompre, mais la Dre Beckwith l'a coupé. Elle leur a dit que la sécurité de sa patiente était sa seule préoccupation pour le moment et qu'ils pouvaient attendre dans l'espace familial ou quitter complètement l'hôpital. Nadia haletait pendant une autre contraction. Elle m'a regardé avec des yeux effrayés et m'a demandé si on allait lui mettre des chaînes. Je lui ai dit non. La Dre Beckwith ne le permettrait pas. La contraction est passée et Nadia s'est un peu détendue contre les oreillers. Puis le procureur est apparu à la porte. Il avait l'air frustré et fatigué. Il a dit que nous devions discuter des arrangements de garde maintenant avant la naissance du bébé, car les SPE devraient être avisés et présents pour l'accouchement. Je me suis levé rapidement et j'ai marché dans le couloir pour éloigner la discussion de Nadia. Je lui ai dit que nous pouvions nous coordonner avec les SPE, mais toute discussion sur le retrait d'un nouveau-né à sa mère devait attendre une procédure légale régulière. Ce n'était pas l'endroit pour prendre ces décisions. Il s'est rapproché et a baissé la voix.
Il a dit que Nadia était sur le point d'être une criminelle condamnée et qu'elle allait faire face à la prison. L'État avait l'obligation de protéger l'enfant d'une situation instable. J'ai senti la colère monter en moi, mais j'ai gardé ma voix posée. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas encore été condamnée pour quoi que ce soit parce que le verdict n'avait jamais été lu. Cela signifiait que légalement, elle était toujours présumée innocente jusqu'à ce qu'un juge inscrive le verdict. L'expression du procureur a légèrement changé. Ses yeux se sont plissés comme s'il revoyait la procédure légale dans sa tête. Il a réalisé que j'avais raison sur le statut technique. Le jury était parvenu à un verdict, mais le juge Brenner ne l'avait jamais officiellement inscrit au dossier avant que Nadia n'entre en travail. Il a reculé et a sorti son téléphone. Il a dit qu'il devait passer un appel. Je suis retourné dans la pièce pour vérifier Nadia. Elle agrippait les barrières du lit pendant une autre contraction. La Dre Beckwith surveillait le rythme cardiaque du bébé sur l'écran. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était Jude qui appelait. Je suis sorti dans le couloir et j'ai répondu. Jude m'a dit qu'il venait de déposer une requête d'urgence auprès du tribunal de la famille, demandant une audience avant qu'une décision de garde ne soit prise. Il a dit qu'il avait également confirmé que quelqu'un nommé Clementina Rutledge, qui dirige un programme résidentiel pour mères et bébés, avait un lit disponible. Si nous pouvions convaincre un juge d'autoriser la garde supervisée au lieu du placement en famille d'accueil, nous avions une option réelle. J'ai senti l'espoir grandir dans ma poitrine, mais je savais que nous étions toujours confrontés à une énorme bataille. Le système opte presque toujours pour la séparation dans les cas impliquant des mères susceptibles d'aller en prison. Jude a dit qu'il travaillait à rassembler toute la documentation du programme pour l'audience. Je l'ai remercié et lui ai dit de continuer à faire pression. Quand je suis rentré dans la pièce, j'ai vu que le visage de Nadia était devenu pâle. La Dre Beckwith appelait du personnel supplémentaire par l'interphone. Elle a dit que Nadia saignait plus abondamment que la normale. Le stress provoquait parfois des complications pendant l'accouchement. 2 autres infirmières sont arrivées en courant avec du matériel de surveillance. Elles ont commencé à placer des capteurs supplémentaires sur le ventre de Nadia. Je me suis approché de la tête de Nadia. Je l'ai aidée à respirer de la même manière que j'avais appris lorsque ma femme a donné naissance à notre fille. J'ai essayé de projeter le calme même si, intérieurement, j'étais terrifié à l'idée de perdre à la fois la bataille juridique et de faire face à une urgence médicale en même temps. Nadia m'a serré la main et m'a demandé si quelque chose n'allait pas avec son bébé. La Dre Beckwith lui a dit que le rythme cardiaque du bébé était toujours fort, mais qu'il devait la surveiller de près. Les 20 minutes suivantes ont semblé interminables. Les infirmières se déplaçaient en vérifiant les moniteurs et en ajustant l'équipement. La Dre Beckwith restait concentrée sur les écrans affichant les signes vitaux. Le saignement a commencé à ralentir progressivement. Finalement, la Dre Beckwith a levé les yeux et a dit qu'elle se stabilisait. Elle m'a écarté près de la porte et m'a parlé doucement. Elle a dit que les niveaux de stress de Nadia étaient dangereux pour elle et le bébé. Elle allait recommander une rétention hospitalière de 48 heures après l'accouchement, quels que soient les problèmes juridiques. Sa patiente avait besoin d'observation médicale. Cela nous a donné une petite fenêtre de temps avant qu'un transfert de garde ne puisse avoir lieu. J'ai immédiatement envoyé un SMS à Jude pour qu'il l'inclue dans notre stratégie de requête d'urgence. Une femme en tenue d'affaires décontractée est apparue à la porte. Elle avait un badge accroché à sa ceinture et un dossier sous le bras. Elle s'est présentée comme Laia Parker des services de protection de l'enfance. Elle était professionnelle, mais sa voix était ferme lorsqu'elle a expliqué que la politique de son agence exigeait que les nouveau-nés soient placés en famille d'accueil lorsque les mères faisaient face à une peine de prison immédiate. Je l'ai invitée dans une petite salle de consultation au bout du couloir. Je ne voulais pas que cette conversation ait lieu devant Nadia. Une fois que nous étions seuls, je lui ai exposé notre plan alternatif. Je lui ai parlé du programme résidentiel supervisé. Je lui ai expliqué que la séparation cause un véritable traumatisme aux nouveau-nés et aux mères. La recherche le prouvait. L'État devait éviter ce traumatisme lorsque des alternatives sûres existaient. Laia s'est assise et a écouté attentivement. Elle a admis avoir vu la recherche sur le lien mère-enfant. Elle savait que le traumatisme de la séparation était réel, mais elle était également liée par les politiques de l'agence qui mettaient la sécurité et la stabilité au premier plan. Je lui ai montré les informations que Jude m'avait envoyées sur le programme de Clementina. Cela incluait une surveillance 24 heures 24, des tests de dépistage de drogues aléatoires,
la surveillance GPS pour toutes les résidentes, des exigences de conformité strictes avec des conséquences immédiates en cas de violation. J'ai argumenté que cela offrait la sécurité sans le traumatisme de la séparation d'une mère et d'un nouveau-né. Laïa a posé des questions détaillées sur les antécédents du programme. Elle voulait en savoir plus sur les mesures de sécurité. Que se passait-il si Nadia violait une condition? À quelle vitesse pouvait-il intervenir si des problèmes survenaient? J'ai répondu honnêtement. Le programme était strict. Conséquence immédiate pour toute personne non conforme, mais il avait un taux de réussite solide pour les mères qui s'engageaient vraiment à suivre les règles. Laïa a dit qu'elle devrait parler à son superviseur et examiner tous les détails du programme, mais qu'elle n'était pas automatiquement opposée aux alternatives si elle répondait aux normes de sécurité et si le tribunal approuvait l'accord. J'ai ressenti un petit soulagement. Au moins, elle était prête à l'envisager au lieu d'exiger simplement une séparation immédiate. Nous sommes retournés ensemble vers la salle de travail. Lorsque j'ai franchi la porte, j'ai vu que Nadia souffrait visiblement. La Dre Beckwith a dit qu'elle approchait de la transition, la partie la plus intense du travail. Le visage de Nadia était couvert de sueur. Ses mains agrippèrent les barrières du lit si fort que ses jointures étaient blanches. Mais quand elle m'a vu revenir, elle a levé les yeux. Sa voix sortait par des halètements entre les contractions. Elle m'a demandé si on allait lui prendre son bébé. Je me suis agenouillé près du lit pour être à son niveau visuel. Je lui ai dit que le SPE était là, mais que nous nous battions bec et ongles pour un plan qui les maintiendrait ensemble. À ce moment-là, elle devait se concentrer sur une seule chose. Donner naissance à un bébé en bonne santé. C'était la chose la plus importante qu'elle pouvait faire pour son enfant. Nous nous occuperions de tout le reste au fur et à mesure. Nadia a hoché la tête et a fermé les yeux. Une autre contraction l'a frappée, et elle a crié. Je suis resté là à lui tenir la main pendant que la Dre Beckwith l'assistait dans la poussée. Mon téléphone a commencé à vibrer dans ma poche à ce moment précis. Je l'ai sorti, et j'ai vu un numéro inconnu. Je me suis éloigné du lit et j'ai répondu. Une voix de femme a dit qu'elle appelait des chambres du juge Brenner. Le juge organisait une audience téléphonique d'urgence dans 30 minutes. Toutes les parties devaient être en ligne pour discuter des arrangements de garde avant la naissance du bébé. J'ai regardé Nadia, qui agrippait les barrières du lit pendant une autre contraction. J'ai dit à la greffière que j'avais compris, et j'ai mis fin à l'appel. Je suis sorti dans le couloir où le procureur marchait près du poste des infirmières. Je lui ai parlé de l'audience. Il a hoché la tête et a sorti son propre téléphone pour appeler son bureau. Jude m'a envoyé un SMS juste à ce moment-là, disant qu'il était déjà en coordination avec Laïa du SPE pour s'assurer que tout le monde puisse participer à la conférence. J'ai marché plus loin dans le couloir jusqu'à un coin tranquille et je l'ai rappelé. Il a répondu immédiatement et a dit qu'il avait toute la documentation prête sur les tentatives de Nadia pour obtenir de l'aide avant le vol. Il la présenterait pendant l'audience. Je lui ai demandé si Clémentina du programme résidentiel pouvait également se joindre à l'appel. Il a dit qu'il l'avait déjà contactée et qu'elle avait accepté de participer. Nous avons confirmé le numéro de connexion et l'heure. J'ai raccroché et je suis retourné vers la salle de travail. Le procureur m'a arrêté dans le couloir. Il m'a demandé si nous pouvions nous mettre d'accord sur les faits de base avant le début de l'audience. Je lui ai dit que nous pouvions convenir que Nadia avait commis le vol, mais que nous étions en total désaccord sur ce qui devrait arriver à son bébé. Il a eu l'air mal à l'aise, mais a hoché la tête. Nous savions tous les deux que cette audience allait tout décider. J'ai retraversé la porte de la chambre de Nadia. La Dre Beckwith était positionnée au bout du lit maintenant. Elle a levé les yeux et m'a dit que Nadia était complètement dilatée. Le bébé arriverait bientôt, peut-être dans l'heure. Le visage de Nadia était rouge et couvert de sueur. Elle haletait entre les contractions. Une autre l'a frappée et la Dre Beckwith lui a dit de pousser. Nadia a saisi les barrières du lit et a poussé de toutes ses forces. Son cri a rempli la pièce. Je me suis déplacé à ses côtés et lui ai repris la main. Elle a serré si fort que j'ai senti mes os craquer. La contraction a pris fin et elle est retombée sur les oreillers, haletante. Elle m'a regardé avec des yeux épuisés. Je lui ai parlé de l'audience d'urgence. Je lui ai dit que je devais être au téléphone dans environ 20 minutes pour me battre pour la garde de son bébé. Elle a hoché la tête et une autre contraction a commencé à se former. La Dre Beckwith l'a assistée dans la poussée à nouveau. Quand ce fut fini, Nadia m'a regardé et a dit quelque chose qui m'a presque brisé.
Elle m'a dit de partir. Elle a dit qu'elle pouvait faire cette partie sans moi. Elle avait besoin que je me batte pour son bébé parce que c'était plus important que de lui tenir la main à ce moment-là. La confiance dans ses yeux, malgré tout ce qu'elle traversait, m'a transpercé. Je lui ai serré la main une dernière fois et je lui ai dit que je serais juste au bout du couloir. J'ai promis de revenir dès que l'audience serait terminée. Elle a hoché la tête et a fermé les yeux alors qu'une autre contraction commençait. Je suis sorti et j'ai trouvé la petite salle de consultation dont Jude avait parlé plus tôt. C'était à quelques portes de la salle de travail. Je pouvais encore entendre les cris de Nadia à travers les murs. Je me suis assis à la petite table et j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le numéro de conférence que la greffière m'avait donné. La ligne s'est connectée et j'ai entendu la voix du juge Brenner déjà dans l'appel. Il avait l'air complètement éveillé malgré l'heure matinale. Il a dit que nous convoquions cette audience d'urgence pour aborder la question immédiate de la garde, étant donné que le bébé allait naître très bientôt. Il a demandé qui était en ligne. Je me suis identifié comme l'avocat de Nadia. Le procureur s'est joint et a déclaré son nom et sa fonction. Jude est entré et s'est présenté comme co-avocat. Laïa du SPE s'est jointe ensuite. Le juge a demandé où était ma cliente et j'ai expliqué qu'elle était actuellement en travail actif au bout du couloir et incapable de participer. Il a accepté cela et a dit que nous allions procéder sans elle compte tenu des circonstances urgentes. Le procureur a immédiatement commencé à parler. Il a exposé sa position selon laquelle Nadia faisait face à une condamnation certaine pour vol à main armée. Le jury était sur le point de lire un verdict de culpabilité lorsqu'elle est entrée en travail. Elle irait en prison. Le bébé avait besoin d'une garde protectrice immédiate. Il a soutenu que lui permettre de s'attacher à l'enfant seulement pour les séparer plus tard causerait plus de traumatisme que de retirer le bébé juste après la naissance. J'ai sauté avant qu'il ne puisse continuer. J'ai dit au juge Brenner que techniquement aucun verdict n'avait été inscrit parce que le jury n'a jamais fini de le lire. Légalement, Nadia était toujours présumée innocente. J'ai également dit que nous avions une alternative viable à la séparation immédiate, un programme résidentiel supervisé qui pourrait garder la mère et le bébé ensemble en toute sécurité. J'ai expliqué que la séparation forcée causait un préjudice documenté aux nouveau-nés et aux mères. La recherche le prouvait. Nous pouvions éviter ce traumatisme tout en assurant la sécurité et la responsabilité. Laïa a parlé ensuite. Sa voix était mesurée et professionnelle. Elle a dit que le SPE avait des inquiétudes concernant le cas criminel de Nadia et ses circonstances, mais elle a reconnu que le programme résidentiel pourrait fournir une surveillance adéquate si le tribunal ordonnait une surveillance stricte de la conformité. Son agence pouvait maintenir la surveillance avec des visites inopinées à tout moment. Elle a dit que la séparation était toujours le dernier recours, et si la sécurité pouvait être assurée par la supervision, c'était préférable. Le juge Brenner lui a posé des questions pointues. Il voulait en savoir plus sur les mesures de sécurité du programme. Que se passait-il si Nadia essayait de partir ou de s'enfuir? À quelle vitesse le SPE pouvait-il intervenir si des problèmes survenaient? Laïa a répondu à chaque question avec soin. Elle a dit que le programme avait une présence de personnel 24h/24 et la surveillance GPS de toutes les résidentes. Toute violation déclencherait des alertes immédiates. Le SPE pouvait être sur place en quelques minutes si nécessaire. Elle a dit que son agence devrait approuver le programme spécifique et examiner tous les protocoles de sécurité avant d'accepter cet arrangement. Mais elle était ouverte à cela comme option si le tribunal l'approuvait. Le juge Brenner a posé des questions sur les antécédents du programme. Laïa a dit qu'elle devrait examiner leurs données, mais les informations préliminaires montraient de bons résultats pour les mères qui s'engageaient à suivre les règles. Jude a parlé alors. Il a dit qu'il avait des documents à partager qui étaient pertinents pour la décision de garde. Il a commencé à lire les dossiers qu'il avait rassemblés. 3 semaines avant le vol, Nadia avait postulé pour une place dans un refuge pour femmes enceintes sans abri. Elle a s'était mise sur une liste d'attente. Le refuge était plein. 2 semaines avant le vol, elle a tenté d'obtenir une aide alimentaire d'urgence. Sa demande a été refusée car il lui manquait des documents sur son statut de résidence. 10 jours avant le vol, elle a appelé un centre de crise de grossesse qui annonçait de l'aide pour les mères dans le besoin. Elle a laissé 2 messages. Elle n'a jamais été rappelée. 5 jours avant le vol, elle s'est rendue dans une clinique de santé communautaire pour se renseigner sur les soins prénatals et les ressources.
On lui a donné une liste de numéros de téléphone, mais aucune aide immédiate. Jude a expliqué que cette preuve montrait que Nadia avait tenté d'accéder à l'aide par des voies appropriées avant de recourir au crime. Elle ne s'est pas réveillée un jour en décidant de voler un magasin. Elle était désespérée et toutes les voies légitimes lui avaient fait défaut. Ce contexte était important pour comprendre sa motivation et sa probabilité d'être une bonne mère si on lui donnait du soutien. Le ton de la conversation a légèrement changé après que Jude ait présenté cette information. Même par téléphone, je pouvais sentir que les gens reconsidéraient leur position. Le procureur est intervenu à nouveau. Il a reconnu la preuve que Jude avait présentée. Il a dit que cela fournissait un contexte utile, mais il a soutenu que cela ne changeait pas les faits fondamentaux. Nadia avait commis un vol à main armée avec une arme chargée. Elle avait pointé cette arme sur le visage d'un autre être humain et menacé de le tuer. L'employé du magasin avait eu une peur sincère pour sa vie. Il avait subi un réel traumatisme à cause de cette expérience. Le procureur a dit que la responsabilité était nécessaire quelles que soient les circonstances de Nadia. Le juge Brenner a pris la parole alors. Il a dit qu'il était d'accord sur le fait que la responsabilité était importante, mais la question devant lui en ce moment n'était pas la punition que Nadia méritait pour son crime. Cela serait décidé dans l'affaire pénale. À l'heure actuelle, il devait déterminer ce qui servait le mieux l'intérêt de l'enfant qui était sur le point de naître. Il s'agissait de deux questions distinctes. Il a demandé directement au procureur si enlever un nouveau-né à sa mère immédiatement après la naissance servait réellement les intérêts de l'enfant ou s'il s'agissait vraiment de punir la mère. Le procureur est resté silencieux pendant un moment. Puis il a dit que la position de son bureau était que les enfants avaient besoin d'environnements stables et que les mères confrontées à la prison ne pouvaient pas fournir cela. Le juge Brenner a dit que c'était un point juste, mais cela ne répondait pas à sa question sur la séparation immédiate par rapport au placement supervisé. Une nouvelle voix s'est jointe à l'appel. Clémentina s'est présentée comme la directrice du programme résidentiel. Elle a remercié le juge de lui avoir permis de participer. Elle a commencé à décrire comment son programme fonctionnait. Elle a expliqué que les mères vivaient dans des appartements supervisés au sein d'une installation sécurisée. Il y avait une présence de personnel 24h/24 sur place. Toutes les résidentes devaient assister à des séances de conseil obligatoires 2 fois par semaine. Elles prenaient des cours de parentalité 3 fois par semaine. Elles participaient à une thérapie de groupe. Elles recevaient une aide à la formation professionnelle pour les aider à se préparer à l'autonomie. Chaque résidente portait un moniteur de cheville GPS qui suivait sa position à tout moment. Le personnel pouvait effectuer des visites à domicile aléatoires et inopinées. Toute violation des règles entraînait des conséquences immédiates, y compris l'expulsion du programme. Clémentina a dit qu'elle avait examiné le dossier de Nadia que Jude lui avait envoyé. Elle était disposée à accepter Nadia dans le programme immédiatement après sa sortie de l'hôpital si le tribunal l'approuvait, mais elle voulait être claire sur le fait que c'était une chance de faire ses preuves, pas une garantie de conserver la garde. Nadia devrait faire preuve d'une conformité totale à chaque exigence. Tout manquement entraînerait le retrait du bébé. Clémentina a dit que son programme avait un taux de réussite solide, mais seulement pour les mères qui s'engagèrent véritablement à suivre la structure. Le procureur a repris la parole. Il a soulevé des préoccupations concernant les coûts. Il a demandé qui paierait pour ce programme. Les contribuables ne devraient pas avoir à financer le logement des criminels. Clémentina a répondu calmement. Elle a expliqué que son centre était financé par une combinaison de subventions privées et de frais basés sur une échelle mobile en fonction de la capacité de payer. Les mères qui avaient des revenus payaient une partie. Les mères qui n'avaient rien ne payaient rien. Nadia serait admissible au niveau de coût nul compte tenu de sa situation actuelle. Le programme ne dépendait pas du financement des contribuables. Le juge Brenner a demandé si le programme pouvait accueillir une mère susceptible d'avoir des dates d'audience et des obligations légales supplémentaires. Clémentina a confirmé qu'il travaillait régulièrement avec le système judiciaire. Les résidentes avaient souvent des exigences de libération conditionnelle ou des affaires judiciaires en cours. Le programme assurait la conformité à toutes les obligations légales. Le transport vers les dates d'audience était fourni. Le personnel assistait aux audiences si nécessaire. Elle a dit que la structure était conçue pour aider les mères à réorganiser leur vie tout en respectant toutes leurs responsabilités légales. À travers le mur de la salle de consultation, j'ai soudain entendu un son qui a fait figer tout mon corps. Un bébé qui pleure, aigu et fort.
Mon cœur s'est arrêté pendant 1 seconde avant que mon cerveau ne réagisse. Nadia venait d'accoucher. Juste à ce moment-là, alors que j'étais en communication, la voix de la Drebekwitt a résonné dans le couloir, annonçant que c'était un garçon. Le poids de cette audience m'a frappé de nouveau. Nous ne parlions plus d'hypothèses. Il y avait un vrai enfant qui venait d'arriver au monde, un bébé qui avait besoin de sa mère. Les pleurs ont continué et j'ai réalisé que tout le monde à l'appel pouvait également les entendre. La ligne est devenue complètement silencieuse pendant un instant. Le juge Brenner a parlé et sa voix était différente maintenant. Plus calme, plus sérieuse. Il a dit qu'il pouvait entendre que le bébé était né. Il a fait une pause pendant quelques secondes de plus. Puis il a dit qu'il allait émettre une ordonnance temporaire immédiatement. Le bébé resterait avec Nadia à l'hôpital sous la rétention médicale de 48 heures que la Drebekwitt avait recommandée. Le SPE serait présent pour la surveillance pendant ce temps. Il programmait une audience complète avec toutes les parties présentes dans sa salle d'audience dans 36 heures. À cette audience, il prendrait une décision finale sur la garde. Il voulait des propositions détaillées de chacun concernant les plans de surveillance, les mesures de sécurité et les plans d'urgence si des problèmes survenaient. Il a dit au procureur de se coordonner avec le SPE. Il nous a dit, à Jude et à moi, de travailler avec Clementina sur un plan de placement complet. Il a dit que tout le monde devait être prêt à présenter ses meilleurs arguments dans 36 heures, car il allait prendre une décision qui affecterait toute la vie de cet enfant. Le juge nous a prévenu qu'il s'attendait à du professionnalisme et à une préparation approfondie. Puis il a mis fin à l'appel. Dans la salle d'accouchement, j'ai raccroché et j'ai couru dans le couloir jusqu'à la chambre de Nadia. J'avais l'impression que mes jambes pesaient 45 kilos chacune. Mais j'ai continué d'avancer. À travers la fenêtre de la porte, je pouvais la voir adossée au lit d'hôpital, tenant un petit paquet enveloppé dans des couvertures bleues contre sa poitrine. Son visage était mouillé de larmes, mais elle souriait au bébé, avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant chez personne. De l'amour pur mêlé de terreur totale. La Drebekwitt était au pied du lit, notant des choses sur un presse-papier. Elle a levé les yeux quand j'ai ouvert la porte et a haussé les sourcils dans une question silencieuse. J'ai légèrement hoché la tête et murmuré les mots « 36 heures » en montrant ma montre. Elle a acquiescé et est revenue à ses notes. Nadia m'a regardé avec des yeux rouges et gonflés. Ses cheveux étaient collés à son front par la sueur et elle avait l'air d'avoir couru un marathon, mais elle berçait son fils comme s'il était fait de verre. Le bébé a fait de petits bruits grinçants et a agité ses petits poings. Je me suis approché et j'ai regardé son visage rouge et ridé. Il était si petit, peut-être environ 2,7 kilos. Ses yeux étaient fermés et sa bouche s'ouvrait et se fermait comme s'il essayait de comprendre quoi en faire. Nadia lui a touché la joue du doigt et de nouvelles larmes ont coulé sur son visage. Elle n'a rien dit. Moi non plus. Qu'y avait-il à dire? Nous avions gagné du temps, mais la bataille ne faisait que commencer. Une femme en pantalon bleu marine et chemisier blanc est apparue à la porte, tenant une tablette et un sac messager. Elle avait les cheveux bruns courts et des lunettes et semblait avoir la quarantaine. Elle a frappé doucement sur le cadre de la porte, même si elle était déjà ouverte. Laia Parker du SPE. Elle avait été à l'appel avec le juge Brenner. Elle est entrée dans la pièce et s'est présentée à Nadia d'une voix calme et douce. Elle a expliqué qu'elle devait effectuer un examen initial pour voir comment les choses se passaient. Nadia a hoché la tête et a serré son bébé un peu plus fort. Laia a tiré une chaise et s'est assise près du lit. Elle a commencé à poser des questions sur les plans d'alimentation où Nadia prévoyait que le bébé dormirait et qui pourrait l'aider avec le bébé. Son ton n'était pas méchant ni accusateur, juste factuel, comme si elle essayait de recueillir des informations. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai gardé le silence. C'était l'occasion pour Nadia de parler pour elle-même. Nadia a répondu à chaque question clairement. Elle a dit qu'elle voulait essayer d'allaiter. Elle a dit qu'elle savait que les bébés devaient dormir sur le dos. Elle a dit qu'elle n'avait pas de famille, mais qu'elle espérait que le programme dirigé par Clementina lui apprendrait ce qu'elle devait savoir. Pendant qu'elle parlait, le bébé a commencé à gémir. Nadia l'a déplacé dans ses bras sans qu'on le lui dise, et lui a soutenu la tête avec sa main. Elle l'a remonté sur son épaule et lui a tapoté doucement le dos. Le mouvement semblait naturel, comme si elle l'avait fait toute sa vie, même si c'était la première fois qu'elle tenait un bébé.
Laïa a observé tout cela et a écrit des notes sur sa tablette. Elle a demandé si elle pouvait observer Nadia essayer d'allaiter, et Nadia a dit oui. La Déré Beckwith est revenue et a aidé Nadia à positionner le bébé. Il a fallu quelques essais, mais finalement le bébé s'est accroché et a commencé à manger. Nadia a grimacé au début, mais s'est ensuite détendue. Laïa a regardé pendant quelques minutes et a écrit d'autres notes. Elle a dit à Nadia qu'elle se débrouillait bien et qu'elle lui rendrait visite régulièrement pendant le prochain jour et demi. Le procureur demande un arrangement. Le procureur est apparu à la porte juste au moment où Laïa rangeait sa tablette. Il avait l'air mal à l'aise. Sa cravate était desserrée et sa veste de costume froissée. Il avait lui aussi veillé toute la nuit. Il a croisé mon regard et a incliné la tête vers le couloir. J'ai dit à Nadia que je serais de retour tout de suite et je l'ai suivi. Nous avons marché quelques mètres dans le couloir, loin de la chambre. Il s'est frotté le visage à deux mains et a laissé échapper un long soupir. Puis, il a dit que son bureau recevait des appels. Les gens avaient entendu parler de l'affaire, d'une femme accouchant au milieu de son procès, d'un nouveau-né qui pourrait être retiré. L'image était mauvaise. Vraiment mauvaise. Son patron voulait savoir s'il y avait un moyen de gérer cela qui n'impliquerait pas d'arracher un bébé des bras de sa mère devant les caméras. J'ai croisé les bras et j'ai attendu qu'il aille droit au but. Il a dit qu'ils étaient ouverts à discuter d'un accord de plaidoyer, quelque chose qui réglerait l'affaire pénale sans le pire résultat pour toutes les personnes impliquées. J'ai senti une petite lueur d'espoir percer mon épuisement, mais j'ai gardé ma voix neutre lorsque j'ai répondu. Je lui ai dit que j'écoutais, mais que tout accord devait inclure un moyen pour Nadia de garder son bébé. Elle avait déjà tout perdu. Sa maison, sa dignité, sa liberté. Si nous lui enlevions son fils aussi, elle n'aurait plus rien à vivre et aucune raison d'essayer de changer sa vie. Il a hoché la tête et a dit qu'il comprenait. Il a dit qu'il devrait parler à ses superviseurs, mais il pensait qu'il pourrait y avoir de la place pour de la flexibilité, surtout avec ce que Jude avait trouvé. La preuve que Nadia avait essayé d'obtenir de l'aide avant de voler ce magasin, les demandes de refuge, les appels au centre de crise, la documentation qu'elle avait épuisé toutes les options légales avant de brandir cette arme. Le procureur a dit que si Nadia était prête à plaider coupable et à accepter la responsabilité, il pourrait recommander une peine qui n'inclurait pas de temps de prison. Une probation à la place. Une probation stricte avec des conditions sérieuses, mais une probation. Je lui ai dit d'élaborer une proposition et nous l'examinerions. Puis je suis retourné dans la chambre de Nadia. Nadia avait fini d'allaiter et tenait le bébé contre son épaule à nouveau. Il faisait de petits bruits de grognement. La Déré Beckwith était partie. Il n'y avait que nous deux. Je me suis assis sur la chaise que Laïa avait utilisée et je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux. J'ai dit à Nadia que nous avions 36 heures avant la prochaine audience. Je lui ai expliqué que le procureur m'avait mis à part, que son bureau s'inquiétait de l'apparence de cette affaire, qu'il pourrait être disposé à discuter d'un accord de plaidoyer. Nadia a levé les yeux de son bébé avec des yeux si fatigués qu'ils étaient presque gris. Elle a demandé ce que signifierait un accord. Je lui ai exposé la situation aussi honnêtement que possible. Elle devrait admettre qu'elle avait commis le crime. Elle devrait accepter une forme de punition. Probablement une probation avec beaucoup de conditions. Conseils, cours, examens, visites aléatoires, vivre dans le programme de Clémentina sous surveillance constante. Mais cela pourrait nous donner plus de contrôle sur ce qui allait se passer que si nous laissions un verdict du jury subsister, car ce verdict allait être coupable. Nous le savions tous les deux. La question était de savoir ce qui venait après coupable. Je lui ai dit qu'un accord de plaidoyer pourrait être la meilleure chance de garder son bébé. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste regardé le petit visage de son fils. Il avait les yeux fermés et la bouche légèrement ouverte. Il avait l'air si paisible, si innocent. Finalement, elle a parlé. Sa voix était calme, mais ferme. Elle a dit qu'elle avait commis le crime. Elle n'essayait pas d'échapper à ce fait. Elle avait pointé une arme sur un autre être humain et volé de l'argent. C'était mal. Peu importe pourquoi elle l'avait fait. Mais elle ne pouvait pas perdre son bébé. Il était la seule raison pour laquelle elle voulait continuer à vivre. La seule bonne chose qu'elle avait faite. Je lui ai promis que toute décision que nous prendrions placerait le fait de les garder ensemble en premier. Je lui ai dit que je me battrais dans toutes les batailles juridiques nécessaires pour que cela se produise.
Nadia est redevenue silencieuse. Elle a continué à regarder son fils comme si elle essayait de mémoriser chaque détail de son visage. Son petit nez, ses petits sourcils, la façon dont ses doigts se recroquevillaient en points. Les minutes ont passé. Le seul son était la respiration du bébé et le bip des moniteurs dans d'autres pièces. Puis Nadia a dit qu'elle accepterait l'accord de plaidoyer si cela signifiait une chance de garder son bébé. Même une petite chance valait mieux que la certitude de le perdre. Elle a dit qu'elle savait qu'elle serait surveillée en permanence, qu'une erreur pourrait lui coûter tout. Mais elle était prête à essayer. Elle ferait ce qu'on lui demandait, suivrait toutes les règles, assisterait à tous les cours, se présenterait à chaque examen, quoi qu'il arrive. Je lui ai dit que je m'assurerais que l'accord la protège autant que possible, que nous nous battrions pour des conditions qu'elle pourrait réellement respecter, que nous n'accepterions rien conçu pour la faire échouer. Elle a hoché la tête et a embrassé le sommet de la tête de son bébé. Puis elle a demandé comment elle devrait l'appeler. J'ai souri pour la première fois depuis des heures, et je lui ai dit que cela ne tenait qu'à elle. Elle a dit qu'elle avait pensé au nom d'Éric. Cela signifiait fort et courageux. 2 choses qu'elle voulait qu'il soit. 2 choses qu'elle devait être elle-même maintenant. Le soutien médical. La Dre Beckwith est revenue environ 1 heure plus tard pour examiner les 2 patients. Elle a pris la tension artérielle et la température de Nadia. Elle a examiné et pesé le bébé. Elle a dit qu'ils allaient tous les 2 bien compte tenu de tout ce qu'ils avaient traversé. Signes vitaux stables, bonne récupération. Le bébé tétait bien et le saignement de Nadia était normal. Puis elle m'a mis à part dans le couloir. Elle m'a dit qu'elle écrivait des notes médicales détaillées sur l'importance de garder les mères et les bébés ensemble juste après la naissance. La recherche était claire. La séparation causait du stress pour les 2. Cela pouvait interférer avec l'allaitement, avec le lien, avec le développement du bébé. Elle a dit qu'elle documentait tout avec l'intention que cela soit utilisé au tribunal. Elle voulait s'assurer que si quelqu'un essayait de les séparer, elle aurait des motifs médicaux pour s'y opposer. Je l'ai remerciée d'être allée au-delà de la simple prestation de soins médicaux, d'être une défenseur lorsque Nadia en avait besoin. Elle a dit qu'elle avait vu trop de cas où le système prenait des décisions basées sur la politique plutôt que sur ce qui était réellement le mieux pour l'enfant. Elle n'allait pas laisser cela se produire si elle pouvait l'éviter. Puis elle était retournée s'occuper d'une autre patiente. Mon téléphone a vibré dans ma poche, le nom de ma femme sur l'écran. J'étais parti toute la nuit sans beaucoup d'explications. Je suis entré dans une salle de consultation vide au bout du couloir et j'ai répondu. Elle a demandé où j'étais et si j'allais bien. Sa voix avait ce ton qu'elle prenait lorsqu'elle essayait de ne pas avoir l'air inquiète, mais qu'elle l'était clairement. Je lui ai dit que j'étais à l'hôpital, que la cliente enceinte dont j'avais parlé était entrée en travail pendant son procès, que j'étais resté avec elle pour l'accouchement, que nous étions maintenant au milieu d'une bataille pour la garde avec le SPE et que nous essayions de négocier un accord de plaidoyer avec le procureur. Il y a eu un silence à l'autre bout pendant quelques secondes. Puis elle a demandé si je m'impliquais trop, si je franchissais des lignes que je ne devrais pas. Elle me connaissait assez bien pour savoir quand une affaire m'affectait. Je n'avais pas de bonne réponse. Elle a dit qu'elle craignait que je prenne trop de choses, que je laisse mes émotions guider mes décisions plutôt que mon jugement professionnel, mais sa voix était douce lorsqu'elle l'a dit. Elle savait que cette affaire m'avait touché profondément. Quelque chose en rapport avec le moment où elle avait eu des complications lors de l'accouchement de notre premier enfant. À quel point nous avions tous les 2 eu peur. À quel point les nouveaux parents se sentent vulnérables. À quel point il est facile que tout tourne mal. J'ai admis que j'étais probablement plus impliqué que je ne devrais, que j'avais laissé cette affaire devenir personnelle. Mais je lui ai dit que je ne pouvais pas m'éloigner d'une femme qui avait demandé de l'aide à minuit et qui se battait maintenant pour garder son nouveau-né. J'avais promis de rester avec elle et j'allais tenir ma promesse. Ma femme a soupiré, pas de colère, juste de la résignation. Elle a dit qu'elle me soutenait. Elle le faisait toujours, mais elle m'a rappelé de prendre soin de moi aussi, que je ne pouvais aider personne si j'étais complètement épuisé. Elle m'a dit de manger quelque chose, de dormir si j'en avais l'occasion, de me souvenir que j'étais humain et que les humains avaient des limites. J'ai promis d'essayer. Nous nous sommes dit que nous nous aimions et nous avons raccroché. Je suis resté là 1 minute à regarder le mur. Puis je me suis aspergé d'eau froide sur le visage dans le lavabo du coin et je suis retourné au travail. Préparation de l'audience de garde et de l'accord.
Jude est arrivé à l'aube avec une mallette qui semblait peser 22 kilos. Sa chemise était froissée et il avait des cernes sous les yeux. Mais son expression était concentrée, déterminée. Il avait passé la nuit à rassembler tout ce dont nous aurions besoin pour l'audience de garde. Nous avons trouvé une salle de conférence vide et avons étalé des papiers sur la table. Documents judiciaires, description de programmes, études de recherche, références de personnalité. Nous avons commencé à élaborer une proposition complète qui répondait à toutes les préoccupations que le juge ou le SPE pourrait me soulever. Sécurité, surveillance. Que se passerait-il si Nadia violait les règles? Comment le programme se coordonnerait-il avec la probation et le tribunal de la famille? Quel type de surveillance serait mis en place? Jude avait contacté 3 personnes qui avaient réussi le programme de Clementina. Des femmes qui avaient eu des problèmes juridiques et avaient regardé leurs enfants tout en réorganisant leur vie. Il avait leur déclaration prête. J'ai travaillé sur les arguments juridiques expliquant pourquoi la séparation nuirait au bébé, pourquoi la garde supervisée servait mieux les intérêts de l'État que le placement en famille d'accueil. Nous avons écrit et réécrit, organisé et réorganisé. Au moment où le soleil est passé par la fenêtre, nous avions une proposition qui couvrait tout. Maintenant, nous devions juste espérer que ce serait suffisant. Le procureur est entré dans la salle de conférence vers 10h du matin avec un homme plus âgé en costume coûteux qui s'est présenté comme le superviseur de district. Ils se sont assis en face de Jude et moi à la longue table, étalant des dossiers et des blocs-notes juridiques comme s'ils installaient un campement. Le procureur a commencé à parler d'un accord de plaidoyer. Tentative de vol avec une amélioration par arme à feu, temps purgé plus probation, placement en résidence, conseil, remboursement de l'argent à l'employé du magasin, réunions régulières avec les agents de probation et les travailleurs du SPE qui vérifiaient constamment. J'ai écouté chaque mot en prenant des notes, calculant dans ma tête ce que chaque condition signifierait réellement pour les chances de Nadia de garder son bébé. La partie d'amélioration par arme à feu m'a donné la nausée parce que je savais exactement ce que cela déclenchait. Des directives de peine minimale obligatoires, du temps de prison intégré au système, quelles que soient les circonstances existantes. J'ai posé mon stylo et j'ai regardé directement le superviseur. Je lui ai dit que l'amélioration par arme à feu était un problème, un gros problème. Cela forcerait le juge Brenner à envoyer Nadia en prison, même s'il voulait faire preuve de clémence. Et cette affaire n'était pas celle d'une criminelle violente avec une arme, c'était celle d'une mère désespérée volant des articles pour bébé alors qu'elle était sans abri et enceinte. Les circonstances importaient. Le superviseur s'est penché en arrière sur sa chaise, pensif. Il a regardé le procureur, puis moi. Il a dit qu'il pouvait retirer l'amélioration si Nadia acceptait de plaider coupable de vol simple et accepter 5 ans de probation intensive avec une tolérance 0 pour toute violation. 5 ans à vivre sous un microscope, une erreur et elle va en prison. Elle perd son bébé pour toujours. Mais au moins, cela lui donnait une chance. Nous avons passé les 2 heures suivantes à parcourir chaque détail de ce que ces conditions de probation incluraient réellement. Ce qui comptait comme une violation, ce qui n'en était pas une. Jude a continué à faire pression sur l'aspect pratique, s'assurant que les difficultés normales d'être une nouvelle mère ne détruiraient pas automatiquement la vie de Nadia. Il a soulevé des scénarios. Que se passe-t-il si le bébé tombe malade et qu'elle manque un examen pour l'emmener aux urgences? Que se passe-t-il si elle est en retard à une séance de conseil parce que le bus est en panne? Que se passe-t-il si elle oublie de charger son moniteur GPS une nuit parce qu'elle est épuisée d'avoir veillé avec un nouveau-né qui pleure? Le procureur a insisté sur le fait qu'il devait y avoir de réelles conséquences ou que tout le système s'effondrerait. Aller-retour, compromis, ajustement, réécriture. À midi, nous avions quelque chose qui semblait viable sur le papier, même si je savais que la réalité serait beaucoup plus difficile que ce que les mots suggéraient. Je me suis levé et je leur ai dit que je devais présenter cela à ma cliente. Ils ont accepté d'attendre pendant que j'allais dans la chambre de Nadia. Je l'ai trouvée assise dans le lit d'hôpital avec son fils, endormi contre sa poitrine. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et j'ai pu voir la peur dans ses yeux avant même de commencer à parler. Je me suis assis sur la chaise à côté du lit et je lui ai exposé tout l'accord de plaidoyer. Chaque terme, chaque condition. Je n'ai rien édulcoré. Condamnation pour crime sur son casier judiciaire pour toujours. 5 ans de probation où une mauvaise décision pourrait mettre fin à tout.
rembourser l'argent à l'employé du magasin, même si elle n'avait rien. Vivre dans le programme de Clémentina sous surveillance constante. Le personnel pouvait entrer dans son appartement à tout moment. Moniteur GPS à sa cheville traçant ses moindres faits et gestes, tests de dépistage de drogues aléatoires, visites surprises des travailleurs du SPE, cours obligatoires et séances de conseil, pas d'intimité, pas de liberté, aucune marge d'erreur. Elle a écouté sans m'interrompre, caressant simplement le petit dos de son bébé pendant que je parlais. Quand j'ai eu fini, elle a posé une question. « Cet accord signifie-t-il que je peux garder mon bébé ?» Je lui ai dit la vérité. Rien n'était garanti. Le tribunal de la famille prendrait la décision finale de garde, mais cet accord supprimait la menace immédiate de prison et lui donnait une chance de faire ses preuves en tant que mère tout en étant surveillée. C'était une opportunité, pas une promesse. Elle a hoché la tête lentement, regardant toujours le visage de son fils. Elle a dit qu'elle accepterait l'accord. Même une chance de le garder valait mieux que la certitude de le perdre si elle allait en prison. Elle a dit qu'elle savait qu'elle serait surveillée en permanence. Qu'une erreur pourrait lui coûter tout. Mais elle était prête à essayer. Elle ferait ce qu'on lui demandait, suivrait toutes les règles, assisterait à tous les cours, se présenterait à chaque examen, quoi qu'il arrive. Je lui ai dit que je m'assurerais que l'accord la protège autant que possible, que nous nous battrions pour des conditions qu'elle pourrait réellement respecter, que nous n'accepterions rien conçu pour la faire échouer. Elle a hoché la tête et a embrassé le sommet de la tête de son bébé. Puis elle a demandé comment elle devrait l'appeler. J'ai souri pour la première fois depuis des heures et je lui ai dit que cela ne tenait qu'à elle. Elle a dit qu'elle avait pensé au nom d'Éric. Cela signifiait fort et courageux. 2 choses qu'elle voulait qu'il soit. 2 choses qu'elle devait être elle-même maintenant. Audience de plaidoirie par vidéo. Nous sommes retournés ensemble à la salle de conférence, je poussant son fauteuil roulant pendant qu'elle tenait son bébé endormi. Tout le monde s'est levé quand nous sommes entrés. Nadia a formellement accepté l'accord de plaidoyer. Le procureur a confirmé que son bureau recommanderait cette peine au juge Brenner et soutiendrait le plan de garde supervisé devant le tribunal de la famille. J'ai été surpris de voir à quel point il était coopératif, mais je pense que voir le nouveau-né a donné à tout le monde envie de trouver une solution qui n'impliquait pas de séparer une mère et son enfant. Cet après-midi-là, nous avons organisé une vidéoconférence depuis la chambre d'hôpital de Nadia. Nous avons installé un ordinateur portable sur la table roulante pendant que Nadia était assise adossée au lit, tenant son fils. Le juge Brenner est apparu à l'écran depuis ses bureaux, l'air sérieux. Il a examiné l'accord de plaidoyer attentivement, lisant chaque page pendant que nous attendions en silence. Puis il a regardé directement Nadia à travers la caméra et lui a demandé si elle comprenait ce à quoi elle consentait. Il a demandé si elle avait été forcée ou menacée par quelqu'un pour accepter cet accord. Nadia a parlé clairement malgré son épuisement. Elle a dit qu'elle comprenait toutes les conditions. Elle acceptait la responsabilité de ce qu'elle avait fait. Elle acceptait l'accord parce qu'elle voulait une chance d'être la mère de son fils. Le juge Brenner l'a regardé à travers l'écran vidéo pendant ce qui a semblé une éternité. Puis il a dit qu'il accepterait l'accord de plaidoyer, mais qu'il ordonnait également un rapport présententiel. Il voulait des informations détaillées sur le programme résidentiel avant que la sentence finale ne soit prononcée. L'audience du tribunal de la famille a commencé juste après. Le juge Conway est apparu à l'écran depuis ses bureaux, un juge différent avec une approche différente. Laïa a présenté l'évaluation du SPE. Elle a expliqué que, bien qu'il y ait des préoccupations importantes concernant la situation de Nadia, le programme résidentiel offrait une surveillance suffisante. Son agence était disposée à soutenir une période d'essai de garde supervisée avec une surveillance stricte. Puis Clémentina s'est jointe à l'appel vidéo et a commencé à décrire la structure quotidienne de son programme. Cours de parentalité obligatoire tous les matins, conseils individuels 2 fois par semaine, séances de thérapie de groupe, aide à la formation professionnelle, personnel surveillant tout 24 heures sur 24. Elle a expliqué que les mères vivaient dans de petits appartements à l'intérieur de l'établissement, mais que le personnel pouvait entrer à tout moment pour des vérifications de bien-être. Chaque résidente portait un moniteur GPS qui envoyait des alertes si elle quittait les zones approuvées. La structure était rigide. La surveillance était intense. Mais elle permettait de garder les mères et les bébés ensemble tout en assurant la sécurité. Le juge Conway s'est penché plus près de sa caméra et son expression est devenue sérieuse.
Il a demandé ce qui se passerait si Nadia enfreignait les règles du programme ou si le SPE décidait que le bébé n'était pas en sécurité. Clémentina a expliqué que le personnel pouvait retirer l'enfant immédiatement si la sécurité était compromise. Elle a dit que les forces de l'ordre aideraient si nécessaire. Le juge a hoché la tête lentement, puis a regardé directement Nadia à travers l'écran vidéo. Il lui a demandé si elle comprenait que c'était sa seule chance. Il lui a demandé si elle savait que toute violation signifierait la perte de la garde. Sa voix était ferme, mais pas cruelle. Nadia a serré son fils plus fort contre sa poitrine. Elle a regardé directement la caméra de l'ordinateur portable et sa voix a tremblé en parlant. Elle a dit qu'elle comprenait parfaitement. Elle a promis de suivre chaque règle et exigence. Elle a dit que son bébé était la seule chose qui comptait pour elle maintenant. Des larmes ont coulé sur son visage, mais elle a continué à regarder le juge. J'ai vu le visage du juge Conway s'adoucir un peu. Il a vu à quel point elle aimait son enfant. Le juge a dit qu'il avait besoin de 15 minutes pour réfléchir à sa décision. L'écran vidéo est devenu noir et nous nous sommes tous assis en silence. Nadia tremblait. J'ai posé ma main sur son épaule et lui ai dit qu'elle s'était bien débrouillée. L'attente a semblé durer des heures, même si ce n'était que 15 minutes. Puis le visage du juge Conway est réapparu à l'écran. Il a dit qu'il rendait une ordonnance de garde temporaire. Nadia pouvait garder son fils, mais seulement si elle se rendait directement au programme de Clémentina après sa sortie de l'hôpital. Elle devait suivre toutes les règles du programme. Elle devait effectuer des examens hebdomadaires avec le SPE. Elle devait autoriser des visites à domicile inopiné à tout moment. Il a programmé une autre audience dans 60 jours pour voir comment les choses se passaient. Il a précisé qu'il pouvait changer cette ordonnance immédiatement si des problèmes survenaient. Le soulagement a frappé tout le monde dans la pièce comme une vague. Mais il était mêlé de peur car nous savions tous que Nadia vivait désormais sous un microscope. Une erreur et elle perdrait tout. La sortie et l'avertissement professionnel. Ladré Beckwith est entrée après la fin des audiences. Elle a examiné Nadia et le bébé. Puis elle m'a mis à part et a parlé à voix basse. Elle a dit qu'elle était fière de ce que nous avions accompli. Elle m'a dit qu'elle avait vu trop de cas où des mères et des bébés étaient séparés alors que la surveillance aurait pu les garder en sécurité ensemble. Ces paroles ont beaucoup compté venant de quelqu'un qui traitait ces situations tout le temps. Cette nuit-là, je me suis assis sur une chaise à côté du lit d'hôpital de Nadia pendant qu'elle nourrissait son fils. Nous avons parlé de ce à quoi ressembleraient les prochains mois. Elle était effrayée, mais je pouvais voir la détermination dans ses yeux. Elle m'a demandé si je continuerais à être son avocat pendant la période de probation et toutes les revues du tribunal de la famille. Je lui ai dit que je serais là aussi longtemps qu'elle aurait besoin de moi, mais j'ai aussi expliqué doucement que le travail acharné de faire ses preuves reposerait sur ses épaules. Je ne pouvais l'aider que si elle faisait sa part. Elle a hoché la tête et a dit qu'elle comprenait. La sécurité de l'hôpital a rédigé le rapport sur l'incident avec les agents fédéraux dans leurs dossiers officiels. Les agents sont finalement partis après que les ordres du juge Brenner aient clairement indiqué qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'interférer avec l'accord de garde. Le procureur est passé brièvement dans la chambre de Nadia avant de partir. Il a dit que son bureau surveillerait de près la situation, mais il a également dit qu'il espérait que cet accord fonctionnerait. Il a admis que personne ne voulait voir un nouveau-né séparé de sa mère si cela pouvait être évité en toute sécurité. Ces paroles m'ont surpris, mais je les ai appréciées. 2 jours plus tard, l'hôpital a autorisé la sortie de Nadia. Je l'ai conduite, elle et son fils, à l'établissement résidentiel de Clémentina. Le bâtiment était un complexe d'appartements réaffectés dans un quartier calme. Des caméras de sécurité couvraient tous les angles. Les bureaux du personnel occupaient tout le premier étage. Clémentina nous a accueillis à l'entrée avec un sourire chaleureux. Mais elle était aussi très sérieuse lorsqu'elle a fait la présentation à Nadia. Elle a passé en revue chaque règle. Elle a expliqué toutes les attentes. Elle s'est assurée que Nadia comprenait exactement ce que la conformité exigeait. Elle a parlé des conséquences en cas de non-respect des règles. Elle a montré à Nadia le moniteur GPS qu'elle porterait à la cheville. Elle a expliqué l'horaire des cours et des séances de conseil. Nadia a tout écouté attentivement et a posé des questions si nécessaire. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage et avons marché dans un couloir jusqu'à l'appartement 3C. Clémentina a déverrouillé la porte et nous sommes entrés. L'appartement était petit, mais propre. Un berceau était dans le coin,
donné par une église locale. Des meubles de base remplissaient l'espace, y compris un canapé, une petite table et 2 chaises. La cuisine avait un mini réfrigérateur, un four à micro-ondes et une cuisinière à 2 brûleurs. Les armoires étaient remplies d'aliments de base et de fournitures pour bébé. Nadia s'est tenue au milieu de la pièce en tenant son fils. Elle a regardé autour d'elle lentement, s'imprégnant de tout. Puis, elle a commencé à pleurer. Elle était submergée d'avoir un endroit sûr où vivre après des mois d'itinérance. Mais elle savait aussi qu'elle était surveillée en permanence. Une erreur pouvait lui coûter tout. La sentence et le développement. Quelques jours après que Nadia ait emménagé dans l'établissement, j'ai reçu une lettre formelle du Conseil de l'Ordre des avocats. L'enveloppe était épaisse et d'apparence officielle. Je l'ai ouverte à mon bureau et j'ai lu attentivement le contenu. La lettre disait que ma confrontation avec les agents fédéraux à l'entrée de l'hôpital avait été examinée. Ils avaient des inquiétudes concernant mon comportement agressif envers les forces de l'ordre. Ils suggéraient que j'avais peut-être franchi des limites dans ma défense. Ils exigeaient que je suive une formation corrective sur la responsabilité professionnelle. J'ai eu mal au ventre en la lisant. Je savais que mes actions à l'hôpital avaient été intenses. Mais j'avais protégé l'accès de ma cliente aux soins médicaux d'urgence. J'ai appelé l'ordre des avocats et j'ai fixé une réunion pour la semaine suivante. Le jour venu, je me suis assis en face de 2 avocats dans une petite salle de conférence. Ils m'ont demandé d'expliquer ce qui s'était passé à l'hôpital. Je leur ai raconté toute l'histoire honnêtement. J'ai admis que j'avais laissé mes émotions guider mes actions à ce moment-là. Mais j'ai aussi expliqué les circonstances. Je leur ai parlé de Nadia qui entrait en travail, des agents qui tentaient d'empêcher les soins médicaux, de ma conviction que protéger la santé de ma cliente était plus important qu'un comportement professionnel parfait. Ils ont écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, ils se sont regardés et ont eu une conversation tranquille. Puis ils m'ont dit qu'ils émettaient un avertissement formel. Je devais suivre la formation d'éthique dans les 60 jours. J'ai accepté cela comme un résultat équitable pour la façon dont j'avais géré la situation. Je savais que j'avais franchi des limites, mais je le referais pour protéger un client en crise. 2 semaines plus tard, je me suis assis dans la salle d'audience pour l'audience de détermination de la peine formelle de Nadia. L'employé du magasin est entré, vêtu d'une chemise boutonnée et d'un pantalon kaki. Il avait l'air nerveux. Le juge Brenner l'a appelé à faire sa déclaration d'impact de la victime. L'employé s'est tenu au podium et a commencé à parler du vol. Il a décrit la peur qu'il avait ressentie lorsque Nadia avait pointé l'arme sur son front, comment il avait cru qu'il allait mourir, comment il faisait encore des cauchemars à ce sujet des semaines plus tard. Ses mains tremblaient pendant qu'il parlait, mais ensuite sa voix a changé. Il a dit qu'il était père aussi. Il avait 2 enfants à la maison. Il a dit qu'il ne voulait pas voir un bébé grandir sans sa mère s'il y avait un autre moyen. Il a dit qu'il soutenait l'accord qui permettait à Nadia de garder son fils tant qu'elle le remboursait et acceptait ce qu'elle avait fait. Le procureur a semblé choqué. J'ai vu le juge Brenner hocher légèrement la tête. Nadia pleurait sur son siège à côté. Voici la traduction en français. Le juge Brenner a appelé Nadia à se lever. Elle s'est levée avec précaution, son fils dans les bras. Le juge l'a regardée longuement. Il a dit qu'elle recevait une opportunité extraordinaire que la plupart des gens dans sa situation n'obtenaient jamais. Temps purgé plus 5 ans de liberté conditionnelle intensive, toutes les conditions que nous avions négociées, programme résidentiel, conseil, paiement de restitution, test de dépistage de drogues aléatoires, surveillance GPS. Il lui a dit directement qu'il examinerait personnellement ses progrès à chaque audience de liberté conditionnelle. Toute violation signifierait une incarcération immédiate. Mais il a également dit qu'il espérait qu'elle utiliserait cette chance pour se construire une meilleure vie pour elle et son fils. Nadia a hoché la tête et l'a remercié. Sa voix était à peine un murmure. Nous avons quitté la salle d'audience et je l'ai ramenée à l'établissement résidentiel. Progrès et espoir. Le lendemain matin, Nadia a commencé sa routine quotidienne au programme. Elle a assisté à des cours de parentalité de 9h à 11h. Une enseignante lui a montré comment tenir correctement le bébé pendant la tétée, comment vérifier si sa couche devait être changée, comment reconnaître les différents types de pleurs. Nadia a pris des notes dans un cahier et a posé des questions. Après le déjeuner,
Elle avait une séance de thérapie individuelle 2 fois par semaine avec une thérapeute spécialisée dans les traumatismes. Les autres après-midi, elle les passait dans son appartement avec son fils, tandis que des membres du personnel passèrent de manière aléatoire pour s'assurer que tout allait bien. Elle était épuisée tout le temps. Le bébé se réveillait toutes les 2 heures la nuit. Elle devait nettoyer l'appartement quotidiennement car les inspections se produisaient sans préavis. Elle devait assister à des séances de thérapie de groupe avec les autres mères du programme. Mais elle s'est présentée à tout. Elle n'a jamais manqué un cours ni un rendez-vous. Elle apprenait à prendre soin d'un nouveau-né, tout en gérant tout ce qu'elle avait traversé. 3 semaines après son emménagement, Laïa est apparue à 7h du matin sans appeler au préalable. Elle a frappé à la porte de l'appartement et Nadia a répondu, tenant son fils. Laïa a inspecté chaque pièce, vérifiant les conditions de vie. Elle a ouvert le réfrigérateur et les armoires. Elle a regardé le berceau et a vérifié les vêtements du bébé. Elle s'est assise et a observé Nadia changer une couche et nourrir le bébé. Elle a posé des questions sur l'horaire quotidien et a écrit des notes sur sa tablette. L'appartement était propre. Le bébé semblait en bonne santé et bien soigné. Nadia était fatiguée, mais elle gérait tout. Laïa a documenté des progrès positifs dans son rapport, mais a rappelé à Nadia que l'examen minutieux se poursuivrait pendant des mois. Toute préoccupation déclencherait une action immédiate. Nadia a dit qu'elle comprenait. Quelques jours plus tard, la Dre Beckwith a programmé Nadia pour un examen post-partum à la clinique. Elle a examiné attentivement la mère et le bébé. Le bébé avait pris du poids correctement depuis la naissance. Toutes ces mesures étaient normales. Le corps de Nadia se remettait bien de l'accouchement. La Dre Beckwith a observé la façon dont Nadia tenait son fils pendant l'examen, comment elle réagissait lorsqu'il pleurait, comment elle le calmait naturellement. Le lien entre eux était évident et fort. La Dre Beckwith a écrit dans ses notes médicales que les maintenir ensemble semblait soutenir la santé des deux. Elle a dit à Nadia qu'elle faisait du bon travail et de continuer ainsi. 60 jours après l'ordonnance de garde, nous nous sommes tous présentés devant le juge Conway pour l'audience de révision prévue. Je me suis assis à côté de Nadia dans la salle d'audience. Laïa a présenté son rapport en premier. Conformité totale à toutes les exigences. Appartement propre, bébé en bonne santé, aucune violation. Clémentina a ensuite parlé de la participation de Nadia au programme. Assiduité parfaite, participation au cours, respect de toutes les règles. Le procureur a confirmé que les paiements de restitution avaient commencé comme convenu. Le juge Conway a regardé Nadia et a dit qu'il était satisfait de ses progrès, mais a clairement indiqué que la supervision intensive se poursuivrait. Il a programmé la prochaine révision pour 90 jours plus tard. Toutes les conditions actuelles ont été maintenues. Quelques semaines plus tard, le procureur est apparu à une table ronde communautaire que j'avais organisée avec plusieurs groupes de défense. Le sujet était l'incarcération maternelle et les peines alternatives. Environ 30 personnes y ont assisté, dont des travailleurs sociaux, des avocats et d'anciennes mères incarcérées. Le procureur s'est assis à l'arrière au début, mais lorsque la discussion a commencé sur la façon dont le système traite les femmes enceintes et les nouvelles mères, il a levé la main. Il ne s'est pas excusé d'avoir poursuivi le cas de Nadia, mais a parlé de ce qu'il en avait appris. Comment parfois l'approche standard n'est pas la bonne réponse. Comment garder les familles ensemble lorsque cela est sûr peut mieux servir la justice que la séparation automatique. Nous avons eu une bonne conversation, professionnelle, respectueuse, même si nous avions été dans des camps opposés au tribunal. 3 mois après que Nadia m'ait agrippé le bras devant mon bureau à minuit, mon téléphone a vibré avec un SMS. C'était de Nadia. Une photo est apparue sur mon écran. Son fils souriait pour la première fois. Son petit visage était lumineux et joyeux. Le message disait « Merci d'avoir cru en elle quand personne d'autre ne l'a fait. » J'ai répondu immédiatement. Félicitations pour cette étape. Mais je lui ai également rappelé que demain apporterait un autre jour de révision et d'exigence de conformité. Le travail n'était pas terminé. Je suis resté assis à mon bureau pendant 1 minute, regardant cette photo. Nous avons gardé une mère et un bébé ensemble, alors que le système était conçu pour les séparer. Parfois, se battre pour une seule personne fait une différence dans le monde. Mais je savais que les 3 prochains mois seraient tout aussi difficiles que les 3 premiers. Nadia avait encore des années de liberté conditionnelle devant elle, des années de surveillance et d'examen. Une seule erreur pourrait encore lui coûter tout.